Donc on fait le corrigé de différents sujets de dissertation, notamment la construction de la problématique et l'élaboration du plan. Alors, pour les défauts principaux que j'ai trouvés pour tous les sujets, on va commencer par là. Les défauts principaux, c'est soit des problématiques qui ne posent pas d'alternative entre deux thèses en tension. Or, maintenant, c'est absolument indispensable que vous sachiez faire une problématique où vous montrez les enjeux du sujet. Souvenez-vous toujours, la problématique, c'est une super question formulée à partir de la question initiale du sujet. C'est là où vous montrez que vous avez compris les enjeux du sujet. Si vous formulez une bonne problématique, vous avez déjà l'amorce des deux premières parties de la réflexion qui émergent. Donc, passez du temps dessus. Parfois, la problématique, il faut passer un peu de temps au brouillon au préalable pour avoir les idées, qui arrivent au fur et à mesure. Évidemment, le corrigé sera sur Lycée Connecté juste après le live, ne vous inquiétez pas. Donc les notes, pareil, hein, vous inquiétez pas. Donc donc je disais voilà les défauts, les problématiques qui posent mal d'alternatives, et puis toujours ce problème de la troisième partie pour laquelle beaucoup d'entre vous ont tendance à tomber dans le ça dépend et proposer aucune thèse nouvelle. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces sujets-là. Donc premier sujet, peut-on juger autrui ? Vous voyez que la notion centrale que vous pouvez travailler au brouillon, qui est celle de la notion philosophique qu'on a travaillée en cours, c'est la notion d'autrui. Et dans le cours, on avait remarqué que autrui, en philosophie, c'était à la fois l'autre en tant qu'il est différent de moi, mais aussi en tant qu'il a des points communs avec moi. Et on avait remarqué notre situation paradoxale à autrui, qui était celle qu'on ne pouvait pas se passer de lui, et pourtant on avait du mal à le supporter. Et donc il y avait un intermédiaire à trouver pour gérer nos relations avec autrui. Dans ce sujet-là, on a aussi le verbe juger. Juger, c'est porter un avis subjectif sur quelque chose ou sur quelqu'un. En l'occurrence, ici, sur quelqu'un. D'accord ? On voit tout de suite que dans le langage courant, la connotation de juger quelqu'un, elle a une connotation un petit peu négative, d'accord ? C'est comme si on se prononçait sur la manière d'être, sur l'apparence, sur ce que fait quelqu'un, sans même forcément avoir tous les aspects de la connaissance de cette personne que l'on juge, d'accord ? Donc, voyons, partons de là. La réponse naïve à ce sujet, ce serait évidemment de dire que on peut juger autrui, non seulement on peut, mais en plus on passe notre temps à le faire. Vous remarquez qu'en société, quand on rencontre quelqu'un, on a tout de suite et inéluctablement, j'ai envie de dire, un jugement qu'on porte sur lui. Au point que ce jugement, il va même rester assez ancré. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise impression sur quelqu'un au premier abord, vous allez avoir du mal à vous détacher de ce jugement préalable. Donc cette tendance à juger autrui, elle est vraiment spontanée, elle fait même partie de ce qu'on appelle dans notre cerveau des biais cognitifs. C'est ce qu'on appelle pour la première impression l'effet de halo avec un H, qui correspond au fait qu'on a une première impression sur quelqu'un qui nous fait prononcer un premier jugement duquel on va avoir du mal à se détacher. Donc réponse naïve, non seulement on peut, mais en plus on passe notre temps à juger autrui. Et donc ce qu'il faudrait défendre dans cette réponse naïve, c'est plusieurs aspects qu'on va développer par la suite en élaborant notre plan. Mais déjà, essayez d'y réfléchir. Deuxième étape de la problématique, limite de cette réponse naïve. Cependant, et ça vous l'avez tous très bien pressenti, cependant, le jugement, il est souvent de l'ordre du préjugé, c'est-à-dire pas un véritable jugement, mais plutôt une impression vague qui fait qu'on se fie à quelque chose, vraiment un ressenti subjectif plus qu'à une connaissance objective de l'autre. Donc non seulement le jugement, il est plutôt généralement de l'ordre du préjugé, mais en plus le jugement, il peut être destructeur pour l'autre. Il peut être complètement excluant d'un groupe social, par exemple, quelqu'un qui a une apparence physique qui ne correspond pas à nos standards de normalité, et il peut être humiliant, discriminant, et ce qui implique que si on peut porter un jugement discriminant sur autrui, on peut aussi nous-mêmes en tant que personne recevoir ce jugement, lequel peut être destructeur.
On a donc une problématique possible à construire à partir de là. Je vous en ai proposé une formulation dans le corrigé, on peut la moduler évidemment. Alors qu'il nous apparaît évident que nous ne cessons de porter des jugements sur autrui, donc premier aspect, ne doit-on pas cependant reconnaître que ces jugements sont souvent de l'ordre du préjugé et qu'ils peuvent avoir des effets néfastes sur autrui et sur nos relations. Et là, j'ai ajouté dans la problématique, c'était pas obligatoire, ça fait une sacrée question, et qu'un jugement objectif sur l'autre est particulièrement difficile. D'accord? Vous pouviez très bien vous arrêter à effets néfastes sur autrui et sur nos relations. Donc, effectivement, le jugement hyper cassant, qu'on appelle dans le langage courant le bitchage, effectivement, il peut entrer dans de l'ordre du jugement spontané qu'on peut avoir à l'égard de quelqu'un, avec tout l'aspect destructeur que ça peut avoir. Donc, 3 parties de la réflexion. On a déjà nos 2 premières, c'est ce que je vous disais. Premièrement, on peut et on ne cesse de juger autrui, pour différentes raisons. Déjà parce que quand on rencontre quelqu'un, on a besoin, ça fait partie d'une nécessité presque de l'ordre biologique de la survie, de se faire une idée rapide sur cette personne, d'accord? On a besoin d'avoir une première impression pour savoir si on va pouvoir s'y fier ou pas, etc. Deuxièmement, autre idée qu'on pourrait développer, au niveau social, le jugement sur autrui, tout aussi tranchant et arbitraire soit-il, il permet de construire quelque chose qui est fondamental dans une société, qui est la notion de groupe social. Et vous remarquez que le jugement, il permet soit d'inclure quelqu'un dans son groupe, soit de l'exclure. Et ça a une fonction aussi sociale et biologique prononcée. Enfin, 3e point qu'on pourrait développer dans cette première partie, il faut absolument qu'autrui, et que nous-mêmes en tant que l'autre d'un autre, nous nous sentions jugés par les autres pour qu'on assume les responsabilités de nos actes. Donc, 3 aspects qui permettraient de défendre cette première partie. Deuxième partie, cependant, nos jugements sont souvent de l'ordre du préjugé et ils peuvent être destructeurs. Alors, premièrement, dans la précipitation, on juge l'autre sur une première impression et non sur des critères rationnels. C'est-à-dire si on rencontre un autre dans un contexte qui va faire que cet autre va être dans un état de stress, de nerfs particulier, et ben on va souvent rester sur ce premier jugement en se disant ah qu'est-ce qu'elle est désagréable, alors qu'en réalité on n'a pas une connaissance globale de la personne qui nous permet de la juger vraiment. D'accord ? Donc le risque, c'est sur une première impression arbitraire et subjective d'enfermer quelqu'un dans une catégorie à laquelle finalement il appartient peu ou même pas du tout. Alors il y a des fois où on se trompe pas par contre, mais par contre c'est le premier jugement est jamais suffisant pour connaître quelqu'un. Donc premier aspect, voilà, on peut construire un préjugé sur quelqu'un. Deuxième aspect de cette deuxième partie, le jugement qu'on porte, s'il est de l'ordre du préjugé, il peut être vraiment cassant, humiliant, excluant, voire inhumain. Il n'y a qu'à voir effectivement, et on le voit très bien sur les réseaux sociaux parce que il y a la barrière de l'anonymat sur Internet qui fait qu'on a encore plus tendance à juger les autres. Ce jugement, et voilà, sur l'autre, il peut être excluant, humiliant, ou au contraire, et je ne l'ai pas développé là, mais c'est un aspect que vous auriez pu aussi développer, le jugement sur l'autre, il va pouvoir être aussi idolâtrant, c'est-à-dire on va pouvoir idéaliser l'autre à partir d'un préjugé, et donc se tromper aussi. Je veux dire, le jugement, qu'il soit ultra négatif ou ultra positif, il est biaisé par rapport à la connaissance objective de la personne qu'on a en face. Donc, c'est un aspect que vous pourriez rajouter dans ce grand 2. Le jugement, il peut être aussi ultra valorisant, ce qui n'est pas non plus une connaissance objective de la personne. D'accord ? Et on va reparler de l'admiration juste après, mais l'admiration, ça peut être justement un jugement biaisé sur quelqu'un. On peut admirer follement quelqu'un pour de mauvaises raisons. Parce qu'on l'idéalise, parce que on a l'impression que c'est la personne parfaite, physiquement, intellectuellement, etc. Alors qu'en réalité, on ne connaît pas cette personne. Donc, deuxièmement, on ne peut pas moralement juger autrui parce que, justement, préjugé et jugement faussé par rapport à la connaissance de la personne.
Enfin, dernière partie, et c'est ça qui vous a manqué peut-être, il aurait fallu peut-être insister sur la difficulté qu'il y a de toute façon à juger l'autre. Pourquoi? Parce que on est dans une relation subjective, intersubjective avec l'autre, et adopter un jugement objectif sur cette personne, donc un jugement qui nous permette d'accéder à une connaissance véritable de la personne, ben finalement c'est très difficile. Pour développer ce premier argument, vous pourriez très bien développer le cas d'un tribunal en justice, par exemple. Vous voyez que porter un jugement objectif sur quelqu'un, c'est très difficile. C'est pour ça qu'au tribunal, on va essayer de recouper le plus d'informations factuelles possible pour essayer de cerner un petit peu la personne, notamment du coupable qu'on a en face. D'accord? Donc, difficulté à juger autrui. On ne peut pas vraiment juger autrui parce que la connaissance objective de l'autre est très difficile. Et deuxièmement, d'accord, peut-être qu'en fait, le jugement, c'est pas la bonne manière pour aborder l'autre. Et peut-être que il serait plus intéressant de tenter de comprendre l'autre plutôt que de le juger. Il y a certains qui m'ont développé cette idée, c'est hyper intéressant. C'est une idée qui est formulée de façon magnifique par un philosophe dont je vous parle souvent, que j'adore, qui est Spinoza, qui dit que il ne faut pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas se lamenter, mais comprendre. Comprendre, littéralement, ça veut dire prendre avec. Essayer de voir pourquoi cette personne, elle est comme ça et qu'est-ce qui l'a amené à faire ça ou à être comme ça. D'accord? Donc, juger est plus excluant que la tentative de compréhension. Attention, la compréhension, chez Spinoza, faut mettre les choses au clair, la compréhension n'est pas une justification. C'est pas parce qu'on essaie de comprendre pourquoi un coupable a commis un meurtre qu'on justifie son meurtre comme étant valable. D'accord? Par contre, on peut essayer d'étudier effectivement les raisons qui ont pu, au cours de sa vie, l'amener à commettre un tel meurtre. En tout cas, ça peut nous permettre d'avoir une saisie un peu plus globale de la personne. Et donc voilà, à partir de là, on a un plan en 3 parties, dont j'espère qu'il a été assez clair là dans la partie corrigée. Dites-moi si c'est le cas. Mais voilà, un plan solide en 3 parties qui vous était largement accessible, encore une fois, en travaillant au préalable au brouillon. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous preniez ce temps du brouillon où vous construisez votre problématique et votre plan avec toutes vos idées en vrac que vous tentez au fur et à mesure d'organiser. C'est là que va se jouer la différence le jour du bac ou le jour de toute épreuve, de toute façon, que vous allez passer par la suite. D'accord? Donc effectivement, Ahmad, comprendre n'est pas excusé, n'est pas justifié en tout cas. Effectivement, on peut comprendre pourquoi un délinquant est dans cet état de violence en fonction du contexte familial, sociologique dans lequel il grandit, etc., sans pour autant justifier ses débordements. Donc c'est effectivement deux choses différentes. Est-ce que ça va pour ce premier sujet ou est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Est-ce qu'il fallait faire les sous-parties? Non, pas forcément. Il fallait pas forcément faire les sous-parties. Je vous demandais juste les titres des grandes parties sous forme de phrases. Alors, il y a certains qui m'ont fait des parties sous forme de mots. Alors, le problème des mots, c'est que je vois pas du tout la thèse que vous voulez défendre. Souvenez-vous toujours que dans votre formulation des parties, il faut que vous donniez des résolutions possibles de la problématique. D'accord? Donc, défendez vraiment des thèses. Souvenez-vous aussi toujours que la première partie, c'est la partie qu'on va surmonter le plus rapidement possible. Donc, finalement, c'est la thèse, la première partie, que vous avez le plus envie de dépasser. Donc, celle que vous avez envie de contredire de façon assez radicale. Il y en a certains encore qui inversent un petit peu le sens première, deuxième partie, ce qui fait qu'ils ont du mal à faire émerger une troisième partie. Donc, souvenez-vous toujours... Première partie, c'est celle que vous allez avoir envie de surmonter. Deuxième partie, c'est celle qui va contredire la première partie, en tout cas la nuancer. Et troisième partie, c'est celle où vous allez proposer une nouvelle thèse qui vous convainc beaucoup plus, que vous avez vraiment envie de défendre. D'accord? Donc passons au deuxième sujet. La morale nous empêche-t-elle d'être heureux? Alors là, on a 2 concepts au programme qui sont en jeu. C'est tout à fait possible que vous ayez un sujet sous cette forme-là le jour
de l'examen. Donc d'un côté la morale, de l'autre, heureux, le bonheur. D'accord? Alors, je vois une question, si on a plus d'arguments pour l'un, il vaut mieux le mettre en première partie. Pas forcément. C'est-à-dire que ça dépend du type d'argument. Si c'est des arguments que vous allez facilement contredire, effectivement, vaut mieux le mettre en première partie. Si c'est des arguments plus solides qui contredisent quelque chose de préalable, vous allez plutôt le mettre en deuxième partie. Si c'est des arguments nouveaux que vous avez envie de défendre, vous allez plutôt le mettre en troisième partie. Donc c'est pas une question de quantité d'arguments, c'est plus une question de type de thèse que vous allez défendre. D'accord ? Donc la morale nous empêche-t-elle d'être heureux? Donc deux notions en jeu, la morale, le bonheur. Bonheur, terme facile à définir, état de bien-être qu'on a caractérisé par une certaine durabilité ou plutôt une certaine stabilité. On l'a distingué du plaisir. La morale maintenant, c'est l'ensemble des règles qui nous permettent de vivre ensemble. Si on reste dans une définition très large de la morale, on ne précise pas d'où viennent ces règles. Est-ce qu'elles viennent du sentiment, de la raison? Est-ce qu'on les a apprises par l'éducation? Est-ce qu'elles viennent de notre culture? Est-ce qu'elles sont universelles? Peu importe. Si on reste dans une définition très large, c'est l'ensemble des règles qui nous permettent de vivre ensemble. Et ces règles, on s'y oblige. Souvenez-vous de la distinction entre obligation et contrainte. On adopte ces règles de vie parce qu'on sait, on a compris pourquoi il fallait y obéir. D'accord? Donc on est libre dans le fait d'adopter ces règles morales dans notre comportement. D'accord? Point important. Alors, si on problématise ce sujet, et vous l'avez presque tous fait de façon pertinente, donc ça c'est très bien, réponse naïve, évidemment que la morale, en tant qu'elle nous empêche, en prenant compte de l'existence d'autrui, en tant qu'elle nous empêche de faire ce qu'on veut, eh ben, elle limite notre accès au bonheur. D'accord? Donc, à première vue, effectivement, la morale nous empêche d'être heureux. Cependant, limite de cette réponse naïve, on peut souligner plusieurs limites. D'une part, l'immoralité pure, elle nous conduit à une solitude excluante qui fait que c'est peut-être pas propice à notre bonheur. Deuxièmement, l'action morale elle-même peut nous procurer un certain bonheur. C'est-à-dire qu'on joue sur les deux tableaux. D'un côté, l'immoralité ne favorise pas notre bonheur. De l'autre, la moralité peut-être crée un terrain propice à notre bonheur. On a donc notre problématique qui peut se construire, alors qu'il semble évident que la morale, comme ensemble de règles qui me restreint dans l'exercice de ma liberté et dans l'assouvissement de mes désirs, n'est pas favorable à mon bien-être, ne doit-on pas cependant reconnaître qu'elle est non seulement nécessaire pour vivre ensemble, mais qu'elle permet aussi peut-être de mieux construire notre bonheur au niveau collectif et pas seulement au niveau individuel. D'accord? Donc, cette alternative, elle nous permet de construire un plan. Cette fois, je ne vous ai pas développé les sous-parties, mais juste les titres principaux. Premièrement, les règles morales sont des obstacles à mon épanouissement individuel, d'accord? Le fait de prendre en compte l'existence d'autrui limite nécessairement ma liberté absolue individuelle. Deuxièmement, cependant, l'homme, il est incapable de vivre seul, donc la morale est une nécessité indispensable pour assurer la vie en commun, coexistence des libertés entre elles, nécessité de respecter autrui, etc. Et troisièmement, on va encore plus loin dans la thèse, c'est-à-dire que non seulement la morale est nécessaire, mais en plus, on peut dire qu'elle est indispensable et elle est même une condition de possibilité d'accès à un bonheur qui ne soit pas un bonheur purement égoïste et individuel, mais un bonheur plus collectif et plus stable, c'est-à-dire un bonheur partagé socialement et pas seulement un bonheur égoïste individuel isolé. D'accord ? Donc vous voyez qu'ici le grand 3 il dépasse un petit peu l'alternative des deux premières parties. Donc j'espère que c'est clair pour ce sujet aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là ou pas. Non, c'est bon ? Bon,
On passe alors au troisième sujet, un peu plus compliqué et en tout cas moins directement lié au programme au premier abord. Et pourtant, sujet central, y compris dans l'actualité, évidemment, comme tous les sujets qu'on peut traiter en philosophie, hein, vous remarquez qu'on peut tous leur donner des résonances particulières dans l'actualité. Donc, faut-il poser des limites à la liberté d'expression ? La notion peut-être au programme en jeu, c'est la notion de liberté, en tant qu'elle est liée ici à l'idée de s'exprimer, sachant que l'expression, d'accord, on s'exprime rarement tout seul. C'est-à-dire que l'expression, elle met toujours en jeu notre rapport à l'autre. Si on s'exprime, c'est pour être entendu, c'est pour être écouté, c'est pour être pris en considération par autrui. Donc, il y a une connotation sociale forte à la notion de liberté d'expression. Ce qu'on peut souligner dès l'analyse du sujet, c'est, et puis certains l'ont très bien fait dans leur copie, le paradoxe apparent entre la notion de limite d'un côté et de liberté de l'autre. Pourquoi ? Parce que si on définit la liberté comme absolue, comme possibilité absolue, sans aucun obstacle de s'exprimer, dans ce cas-là, il n'y a même pas de sens à se demander s'il faut poser des limites. Ce serait contradictoire dans le principe même de la liberté d'expression. Si il y a des limites à la liberté d'expression, on pourrait dire il n'y a plus de liberté d'expression. Il y a une expression qui est limitée, encadrée, voire censurée. D'accord ? Donc la réponse naïve, on l'a évidemment. Il est contradictoire d'envisager des limites à la liberté d'expression. Et pourtant, limite de cette réponse naïve, et pourtant, il y a des idées qui sont tout à fait condamnables, que ce soit au niveau de l'exigence intellectuelle, c'est-à-dire il y a des idées fausses, par exemple, qui sont exprimées, ce qui peut être problématique parce que ça peut conduire à l'ignorance, à l'erreur, voire à des attitudes complètement irrationnelles. On va en reparler juste après avec quelques exemples d'actualité. Mais il y a aussi des idées exprimées qui sont néfastes au niveau moral par rapport à autrui, en tant qu'elles sont discriminantes, en tant qu'elles sont racistes, en tant qu'elles sont homophobes, en tant qu'elles portent un jugement excluant et injuste sur certaines personnes. Donc on a un paradoxe énorme qui est très difficile à résoudre et qui pose vraiment problème. Et encore aujourd'hui, des discussions quotidiennes pour la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de la liberté d'expression. Donc, d'abord on pose notre problématique. Alors qu'il est contradictoire de poser des limites à la liberté d'expression, ne doit-on pas reconnaître que certaines idées exprimées sont fausses, dangereuses et moralement condamnables ? D'accord ? On construit notre plan, on a nos deux premières parties. Il est absurde de limiter la liberté d'expression. Deuxième partie, cependant, il faut bien des limites intellectuelles et morales pour éviter les dérives discriminantes et néfastes. Donc, il faut bien prendre en considération le fait qu'il y a certains propos sur Internet, par exemple, on le voit très bien, qui sont ouvertement racistes et scandaleuses et qu'il faut absolument condamner de façon radicale pour éviter que ça porte atteinte à certaines personnes ou à certains groupes sociaux. D'accord ? Mais aussi au niveau intellectuel, faut bien voir les effets néfastes que peuvent avoir ce qui est de l'ordre de la fausse information, de la désinformation, de la rumeur, de la fake news, etc. Il y en a énormément, vous le savez aujourd'hui, sur le coronavirus, par exemple, des fausses informations qui circulent. Sur le coronavirus, il y a un certain nombre et un nombre même considérable de vidéos YouTube, d'articles Internet sur le mensonge d'État qui est fait à l'égard, par exemple, du traitement à la chloroquine, dont vous avez déjà entendu parler ces derniers jours, ou encore le remède miracle qu'il y aurait à utiliser de la vitamine D pour se soigner, etc. Ou encore le fait que c'est les Chinois qui ont tout programmé pour arrêter le commerce mondial et se présenter comme les sauveurs du monde, etc.
Donc vous voyez que c'est des choses qui nous concernent au quotidien et qu'il faut d'une certaine manière contenir parce que ça peut avoir des effets dangereux. Imaginez quelqu'un qui refuserait de recevoir un traitement pour le Covid-19 parce qu'il a entendu sur Internet que prendre de la vitamine D serait suffisant. Donc voilà, problématique. Dernière partie. Le problème, c'est de savoir comment on pose ses limites. Parce que c'est bien beau d'admettre qu'il faut des limites intellectuelles et morales, reste à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces limites, comment on les gère. Et vous voyez bien que ces limites, la frontière avec la question de la censure, qui pourrait consister à exclure complètement de la sphère publique certaines idées au nom justement de leur côté discriminant ou de leur côté insuffisant au niveau épistémologique, c'est-à-dire au niveau de la connaissance. Il faut absolument que ces critères ils soient communs déjà sur la sphère publique, c'est-à-dire qu'ils soient appliqués partout de la même manière, qu'ils soient transparents, c'est-à-dire qu'on sache exactement quel type de propos est condamné et pourquoi c'est condamné, et ensuite qu'ils soient discutés politiquement pour que chaque citoyen puisse se prononcer sur ce qu'il juge tolérable ou pas de voir, d'entendre sur la sphère publique. D'accord ? Donc le grand 3, qu'est-ce qu'il doit proposer ? Il doit proposer une solution au comment on fait pour poser des limites à la liberté d'expression. Quels sont les moyens pour éviter que cette liberté d'expression, elle tombe dans la censure, qui, elle, est très néfaste aussi à la pensée et à l'expression de tous. D'accord ? Donc, voilà pour le plan en 3 parties. Alors, pour répondre à la question de Clara, j'ai fait quelques annotations. Par contre, il m'est très compliqué de renvoyer les copies individuellement. Donc, à chacun d'entre vous. Parce que j'ai 5 classes de terminale et vous imaginez bien que un par un, déjà, je passe mon temps sur l'ordinateur. Je ne sais pas comment faire. Alors, si vous avez des questions un peu plus particulières, contactez-moi, je peux vous renvoyer votre copie. Mais c'est vrai que si je devais le faire pour tous, j'y ai pensé, hein, mais c'est compliqué. Par contre, ce que j'ai fait sur chacun, c'est mettre quelques annotations. Et pour que le barème soit tout à fait transparent et que vous soyez au courant, chaque problématique et plan donc de la première partie du devoir était noté sur 2 points. D'accord. Généralement, quand j'ai mis 1 sur 2, c'est que la problématique était impertinente mais pas suffisante. 1,5, c'est que la problématique était bien mais la 3e partie était un peu bancale. Et 2 sur 2, c'est quand je jugeais qu'il y avait vraiment une solidité du tout dans la compréhension des sujets. Ensuite, pour le texte, le barème a été un peu particulier. J'ai modifié un petit peu on va faire le texte tout de suite, hein, mais que vous soyez au courant. Le barème, pour le texte, la première question était sur 2 points, la deuxième sur 3. La 3e, je l'ai mise sur 2 points parce que beaucoup de monde s'est trompé. Et la 4e était sur 3 points et la 5e aussi. Et j'ai rajouté 1 point supplémentaire pour orthographe syntaxe. Sachant que les devoirs rendus sur l'ordinateur, je profite maintenant pour le faire, cette remarque. Quand vous rendez un devoir sur l'ordinateur, déjà, il n'est pas très acceptable qu'il y ait des fautes d'orthographe, étant donné qu'il y a des correcteurs. Et donc là, pour le coup, c'est quand même plus facile de reprendre les fautes faites, d'accord ? Ensuite, quand vous rendez un devoir, il faut absolument que vous uniformisiez la police d'écriture. Donc ça, c'est pour c'est pas seulement pour ce devoir-là, là je ne l'ai pas pénalisé, mais que vous l'ayez en tête. Il faut uniformiser la police d'écriture. Il faut absolument que vous justifiez le texte. Et justifier, c'est, regardez, je vous montre tout de suite, puisqu'on l'a là. C'est le petit onglet qui est là. Vous voyez là, en haut. Justifier, ça veut dire aligner à gauche et à droite les lignes. Et ensuite, éventuellement, que vous rajoutiez un petit interligne, petite marge de chaque côté. En tout cas, voilà, pour la suite, ce sera important pour vous que vous ayez ces données en tête. En tout cas, faites gaffe aux questions d'orthographe quand vous rendez un devoir sur l'ordi, parce que là, pour le coup, il y a des correcteurs qui vous permettent immédiatement de reprendre ce que vous avez fait comme faute. Et oui, Lola, les notes, je les mets juste après sur Pronote, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai même prévu un petit devoir
de repli pour ceux donc, qui ne seraient pas satisfaits de leurs notes. Une petite explication de texte à me rendre pour demain avec 3 questions pour rattraper un petit peu les points pour ceux qui ne seraient pas satisfaits. Donc voilà, j'ai prévu le truc, ne vous inquiétez pas. Alors, passons au texte. Le texte, je ne vous demandais pas une explication de texte, je vous demandais juste de répondre aux questions. Il y a eu quelques incompréhensions sur ce texte un peu compliqué de Kant. On va le revoir tout de suite. Je vous demandais de faire appel à quelques connaissances du cours aussi. Et vous allez voir que le cours venait en complément, surtout pour la deuxième question, de façon très très nécessaire dans le traitement du sujet. Donc, lisons le texte rapidement. Le respect s'applique toujours uniquement aux personnes et jamais aux choses. Les choses peuvent exciter en nous de l'inclination et même de l'amour, si ce sont des animaux, par exemple des chevaux, des chiens, etc., ou aussi de la crainte, comme la mer, un volcan, une bête féroce, mais jamais du respect. Une chose qui se rapproche beaucoup de ce sentiment, c'est l'admiration, et l'admiration comme affection, c'est-à-dire l'étonnement, peut aussi s'appliquer aux choses, aux montagnes qui se perdent dans les nuées, à la grandeur, à la multitude, et à l'éloignement des corps célestes, à la force, à l'agilité de certains animaux, etc. Mais tout cela n'est point du respect. Un homme peut aussi être, pour moi, un objet d'amour, de crainte ou d'une admiration qui peut même aller jusqu'à l'étonnement et cependant n'être pas pour cela un objet de respect. Son humeur badine, son courage et sa force, la puissance qu'il a d'après son rang, parmi ses semblables peuvent m'inspirer des sentiments de ce genre, mais il manque toujours encore le respect intérieur à son égard. Fontenelle dit « Devant un grand seigneur, je m'incline, mais mon esprit ne s'incline pas. » Je puis ajouter « Devant un homme de condition inférieure, roturière et commune, en qui je perçois une droiture de caractère portée à un degré que je ne reconnais même pas à moi-même, mon esprit s'incline, que je le veuille ou non, et si haut que j'élève la tête pour ne pas lui laisser oublier ma supériorité. » D'accord ? Donc le texte est un peu dense et compliqué, mais avec les questions, vous deviez vous en sortir plutôt bien. Première question, quelle différence entre respect et admiration ? Alors vous pouviez souligner plusieurs choses. Premier point, vous pouvez souligner que Kant commence par établir une proximité entre les deux termes. Regardez, on reprend le texte. Une chose qui se rapproche beaucoup de ce sentiment, donc du respect, c'est l'admiration. Donc Kant commence par établir la proximité entre les deux. En effet, tous les deux sont des sentiments qui nous permettent de porter un regard sur l'autre. Cependant, ces sentiments diffèrent de façon considérable, et notamment à 2 niveaux. D'un côté, du côté de leur origine, et de l'autre, du côté de leurs objets. D'accord ? Du côté de leur... on va partir plutôt du côté qui est le plus facile, que vous avez le mieux souligné, c'est du côté de leur objet. Vous avez remarqué tout de suite, dès la première phrase, le respect est un sentiment qui a une sphère d'action beaucoup plus restreinte que l'admiration. En effet, l'admiration peut se porter sur des objets inanimés, minéraux, végétaux, animaux, humain aussi, mais en tout cas une sphère très très large. Au contraire, le respect est restreint aux personnes. Les personnes désignant les êtres humains, c'est-à-dire les êtres qui sont dotés d'une moralité, d'une liberté et d'une certaine conscience. Donc respect restreint par rapport à l'admiration. De plus, du côté de leur origine, et ça vous le voyez au cours du texte sous différents aspects, le respect se porte beaucoup plus sur le côté intérieur, sur l'esprit de la personne qui est concernée par ce sentiment. D'accord ? Et beaucoup moins, comme l'est l'admiration, sur le côté extérieur, apparence, superficie, aspect extérieur, physique presque de l'objet concerné. Donc le respect s'adresse beaucoup plus à l'intérieur, à l'esprit, alors que l'admiration s'adresse beaucoup plus à l'aspect extérieur, impressionnant, étonnant, beau, remarquable de l'objet auquel on s'adresse. D'accord ? Donc il y avait 2 points principaux sur lesquels vous pouviez souligner
la distinction entre les deux éléments. Deuxième question. Pourquoi Kant refuse-t-il de fonder la morale sur le sentiment? Alors ça, c'était purement une question de cours. Vous aviez tout dans le cours pour répondre à cette question. Et à quel auteur s'oppose-t-il? Pour Kant, et je vous l'ai dit dans le cours sur autrui et la morale, reprenez-le si vous l'avez plus en tête, c'était dans la deuxième partie. Pour Kant, la morale ne peut pas être fondée sur des sentiments comme la pitié, l'admiration, la crainte, la haine, le mépris, l'indifférence, etc. Parce que les sentiments sont subjectifs, sont arbitraires, sont fragiles et sont changeants. Je peux très bien admirer une personne pour de mauvaises raisons ou pour des raisons complètement superficielles. Je suis quelqu'un sur Instagram que j'adore, que j'ai l'impression que c'est l'idéal physique et intellectuel. Et puis en fait, je me rends compte que cette personne, c'est quelqu'un qui est finalement très décevant, enfin en tout cas qui me déçoit. Ben, je peux changer de sentiment à son égard et passer de l'admiration à la haine comme ça très rapidement. Donc, pour Kant, on ne peut pas se permettre de fonder la morale sur des sentiments qui ont cette fragilité-là. Il faut donc un fondement plus rationnel à la morale. Et c'est pour ça que le sentiment de respect, c'est un sentiment, mais qui est très stable pour Kant. Pourquoi? Parce que ce respect, en fait, il ne va pas varier, il va nécessairement, selon Kant, s'appliquer à toutes les personnes avec lesquelles on est en relation. Et par personne, j'entends être humain, considéré comme libre et conscient. D'accord? Donc la morale doit être liée à notre raison, et je vous avais dit qu'elle était inscrite même en nous, sous la forme de lois morales que Kant nomme des impératifs catégoriques. D'accord? Pour Kant, ça je voulais ajouter, je ne vous l'avais pas dit dans le cours, mais pour Kant, le pilier de l'action morale, c'est cette capacité à agir conformément aux lois morales qui sont en nous, et plus précisément avec ce que Kant appelle une bonne intention. C'est ça qui va fonder la morale selon Kant. Ce n'est pas les conséquences de ce que l'on fait, c'est plutôt l'intention dans laquelle on agit. C'est ce qu'on appelle une morale déontologique qu'on oppose à une morale conséquentialiste. Pour Kant, ce qui prime, c'est l'intention dans laquelle on agit. En défendant cette thèse, Kant s'oppose radicalement au philosophe qu'on avait vu juste avant dans le cours. C'est pas le seul à défendre cette thèse-là, hein. Il la reprend même à des philosophes anglais comme Adam Smith ou pas anglais, mais Adam Smith ou Hutcheson par exemple. Mais pour Rousseau, on a vu que la morale n'était pas entièrement fondée, mais en tout cas avait bien un fondement, une base du côté du sentiment de pitié qui caractérise l'homme à l'état de nature. Je vous avais dit que ce sentiment de pitié, c'était lui qui faisait émerger quelque chose qui pouvait, par une bonne éducation, se transformer en sens de la justice véritablement rationnel. Rousseau va même jusqu'à, et c'est pas un texte qu'on a vu, mais dans un autre texte qui s'appelle Émile ou de l'éducation, présenter la conscience morale, cette sorte de petite voix intérieure qui fait que quand on fait une action gentille, on a une sorte de bonne conscience, alors que quand on fait quelque chose, un mensonge, par exemple, on a mauvaise conscience. Ben, Rousseau va dire que cette conscience morale, elle est innée, c'est une sorte de voix intérieure qui nous indique si ce qu'on fait, c'est bien ou mal, et qui nous fait sentir le bien et le mal, voilà, en nous. Donc, opposition entre Kant et Rousseau sur cette question-là. Question suivante, question 3. Est-ce que le respect s'applique à tous les hommes de la même façon? La réponse que donne Kant, et il y en a énormément qui se sont trompés sur cette question-là, c'est pour ça que j'ai baissé le barème. Oui, le respect s'applique à tous les hommes de la même façon. Pourquoi? Parce que le respect est ce que Kant appelle un impératif catégorique. On va le définir dans la question 4. Mais en tout cas, indépendamment des apparences, de la condition sociale de la personne face à laquelle on est, on doit le respect à la personne. Et c'est ça le sens de la référence à Fontenelle à la fin du texte, avec la référence à la personne de condition roturière aussi, face à laquelle l'esprit de Kant s'incline. Pourquoi? Parce que finalement, peu importe que ce soit un grand seigneur ou un paysan, je dois le respect à tout homme exactement de la même façon.
D'accord? Parce que c'est un homme, parce qu'il est libre et conscient, et parce que, indépendamment de sa condition, de son apparence et de mon sentiment à son égard, je lui dois le respect. Donc même une personne que je déteste, je lui dois un certain respect. D'accord? Donc, question qui était un peu trompeuse, donc voilà, gardez-le en tête. Question suivante, pourquoi le respect est un impératif catégorique? Qu'est-ce que c'est qu'un impératif catégorique? Vous reprenez le cours sur la morale et sur la vérité, je l'ai expliqué plusieurs fois. Je vous avais dit que pour Kant, dans la vie quotidienne et pas dans la morale, ce qui nous fait agir, c'est des formules sous la forme d'impératifs hypothétiques. Si je veux obtenir une baguette du boulanger, il faut qu'en contrepartie, je lui donne une pièce ou que je lui rende service. D'accord? Donc ça, c'est un impératif hypothétique. Au contraire, la morale est fondée sur ce que Kant appelle des impératifs catégoriques et comme le mot l'indique, c'est des impératifs qui n'admettent aucune exception. Ils sont valables universellement, sans condition, sans exception. Souvenez-vous de l'exemple avec dire la vérité et le débat avec Benjamin Constant sur cette question-là. Donc, un impératif catégorique ne peut être transigé. Et parmi les impératifs catégoriques, je vous avais dit qu'il y en avait deux principaux que vous pouvez retenir. Le premier, c'était « agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle ». Et deuxième impératif catégorique, « agis toujours de sorte à respecter autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen ». D'accord? Donc, très important. Donc question, libre et conscient, est-ce que ça implique quelqu'un en prison mériter moins de respect? Non. Par contre, Kant va dire que il y a certains hommes qui, en faisant certains actes, notamment un crime par exemple, vont perdre leur statut d'humanité. Et donc à ce titre-là, Kant va par exemple être un défenseur de la peine de mort. Ce qui est largement discutable, hein, mais voilà. En tout cas, même une personne qui est en prison dont on a compris l'acte, eh ben, on lui doit un certain respect. D'accord? Dernière question, et là c'était quelque chose où je vous proposais un peu plus de déduire de ce que vous aviez compris de Kant une théorie. Donc, est-ce que pour Kant, on peut être homme sans penser et agir moralement? Pour Kant, évidemment, comme la morale fait partie des impératifs inscrits dans notre raison, on ne peut pas être pleinement homme si on a une action immorale. Pourquoi? Parce qu'on désobéirait à nos lois morales inscrites en nous, on serait donc irrationnel et donc on perdrait notre statut d'être humain au sens fort du terme. Donc il est indispensable de penser et d'agir toujours en fonction de ce que notre raison nous indique comme étant moralement bon. Et donc, cette action morale nous permet par la suite non seulement de développer nos capacités morales dans nos rapports aux autres, mais aussi de nos capacités intellectuelles. D'accord? Alors, pourquoi il était un défenseur de la peine de mort, je vois comme question? Ben justement parce que pour Kant, un homme qui va jusqu'à commettre un crime, c'est-à-dire qui va jusqu'à enfreindre la loi morale qui lui impose le respect d'autrui, dans ce cas-là, il perd lui-même son humanité et donc il faut lui ôter la vie pour rectifier son acte déshumanisant en quelque sorte. Donc Kant, oui, a été un défenseur de la peine de mort. Dernier point pour cette dernière question, je vous ai mis une petite citation de Kant, retenez l'expression. Pour Kant, la loi morale est quelque chose non seulement qu'il faut absolument suivre pour être humain, mais en plus c'est pour Kant quelque chose qui nous grandit en tant qu'être. Et il disait lui-même, je vous ai mis la citation, mais retenez, « Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Deux points. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Donc pour Kant, il y a deux choses qui sont objets d'une admiration infinie dans l'existence humaine. Le ciel étoilé au-dessus de moi, infinité de l'espace, prise de conscience de notre place dans l'univers. Et deuxièmement, la loi morale en moi qui me pousse
à toujours agir avec une bonne intention, en respectant les impératifs catégoriques, en m'y obligeant. Telle est la véritable liberté, sachant que la liberté, pour Kant, souvenez-vous, est autonomie, c'est-à-dire littéralement autonomos, capacité à se donner à soi-même la propre loi de sa conduite, c'est-à-dire être capable de prendre en compte l'existence des autres pour agir. D'accord? Donc ça, c'est voilà la dernière question, vous inquiétez pas, dans le corrigé, je l'ai beaucoup développé pour que vous ayez plein d'éléments. Je vous demandais juste de déduire de ce qui précédait. Alors, vous affolez pas sur la question où tout le monde s'est trompé, à savoir la question 3. J'ai été assez clémente dans la notation parce qu'il y en avait vraiment beaucoup qui avaient compris le contraire. C'est-à-dire qu'on en respectait en fonction de la situation sociale de la personne. D'accord? Donc voilà. J'espère que c'est clair pour ce corrigé-là. On l'arrête là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Si vous n'avez pas de questions, on passe au corrigé pour